Bonjour tout le monde. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau de m'avoir confié sa tâche de parler de l'évaluation urodynamique au cours de l'adénome de prostate. Comme vous le savez bien, l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec tant d'autres pathologies, s'exprime par des symptômes qui sont les symptômes du bas appareil urinaire. C'est parfois des facteurs qui sont donc intriqués, et faire la part des choses, ce n'est pas chose facile. Donc il y a des diagnostics déjà différentiels. Par exemple, dans la phase de remplissage, il y a la nicturie. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la polyurie nocturne, surtout chez les sujets âgés, par l'inversion physiologique du rythme nictiméral, le vieillissement, syndrome d'apnée du sommeil, par la polyurie, c'est-à-dire l'augmentation de la diurèse sur 24 heures. Comme vous le savez bien, la diurèse, c'est de 3 à 3 quarts, 2 tiers des cas, elle se fait le jour, et le tiers de la diurèse se fait la nuit. Les tumeurs de vessie, les calculs, les vessies neurologiques centrales, Parkinson, sclérose en plaques, AVC. Pour la phase de vidange, il y a la sténose de l'urètre avec toutes ses origines, la maladie du col vésical chez des sujets qui sont relativement jeunes, et les hypotonies des trusoriennes, qui sont un diagnostic différentiel, à savoir, surtout à cause du vieillissement vésical, de l'obstruction sous-vésicale chronique et tant d'autres pathologies. Pour la démarche diagnostique, ça a été très bien décrit par le professeur Salem Debrayek. Donc c'est plus ou moins consensuel, l'interrogatoire, l'IPSS, l'évaluation de la sexualité, l'examen physique avec le toucher rectal, les bandelettes urinaires, la débimétrie, la mesure du RPM, au mieux par une échographie, le bilan rectal et les PSA, selon au cas par cas. Alors la question qui se pose, a-t-on besoin vraiment d'une étude urodynamique? Et c'est la question dont je me suis posée quand on m'a confié d'ailleurs ce travail. A-t-on vraiment besoin d'une étude urodynamique? À savoir la cystomanométrie, le profil urétral, l'électromyographie. On va aller voir ça avec plus de détails. Eh bien, ce n'est pas indiqué dans le bilan initial, malgré que c'est le seul témoin de l'obstruction. Je dis bien de l'obstruction et pas de la dysurie. La dysurie n'est pas égale à obstruction, et on va le voir. La courbe débit-pression permettra de distinguer une obstruction d'une hypotonie détrusorienne, on va le voir après. Et ça permet de poser au mieux les indications dans les cas qui sont difficiles. Donc, le bilan urodynamique, il est indiqué en cas de suspicion d'hypotonie détrusorienne, lorsque le résidu post-mictionnel est élevé, en cas de sujets âgés, ou en cas il y a une controverse que c'est un patient qui est relativement jeune. En cas d'échec de traitement chirurgical invasif, vous faites une bonne résection, vous enlevez la sonde, 2-3 jours, et la symptomatologie, elle y est toujours là. La pathologie vésicale, lorsqu'il y a une pathologie neurogène qui est suspectée, ou en cas de chirurgie pelvienne radicale, exemple le rectum, ou lorsqu'il y a des symptômes du bas appareil urinaire, avec un Qmax qui est relativement normal, dans des situations qui sont litigieuses. Pour résumer, les âges inférieurs à 50 ans, supérieurs à 80 ans, le résidu est important, Qmax est important malgré une symptomatologie, suspension de dysfonction vésicale neurogénique après chirurgie pelvienne radicale et en cas d'échec d'un traitement invasif antérieur. Le cycle, alors, miction-continence, c'est quoi? C'est un résultat de rapport de force entre vessie et urètre. Il faut savoir qu'on est continent dans 98% du temps. Et la miction, c'est seulement 1 à 2% de cas. Déjà, au début du remplissage, il y a une pression vésicale qui est exercée. Donc, la vessie n'est pas un réservoir qui est normal, c'est un réservoir qui est intelligent et qui est autonome, et qui doit se remplir à basse pression pour protéger le rein. Il y a les pressions urétrales, le sphincter licite strié, la pression vésicale permictionnelle pendant la miction, qui traduit la puissance contractile du détrusor. Il y a une relation entre la pression exercée par la vessie et le débit urinaire. Alors, l'étude urodynamique, c'est quoi? C'est une exploration fonctionnelle qui étudie la fonction du bas appareil. Elle analyse le comportement des différentes structures du bas appareil. Donc, on a la débimétrie, la cystomanométrie et la
profilométrie, on va le voir avec plus de détails. La débimétrie, comme ça a été décrit, il y a à peu près deux techniques. La technique de pesée, qui n'est pas c'est pas très fiable. Ça dépend, donc le débit dépend du poids à certains moments, et la méthode la plus conseillée, c'est le disque rotatif, à savoir que le débit il est proportionnel à force de freinage d'un disque qui tourne à 1200 tours par minute. Donc, elle permet d'étudier le débit maximum, le volume uriné, l'aspect de la courbe, le débit moyen, le temps au début maximum, la durée du débit et la durée de la miction. Alors, la débimétrie, ce n'est pas un simple courbe en cloche. Il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus. Elle dépend donc du volume uriné, de la force de contraction du détrusor et des résistances urétrales. Donc, la courbe elle doit être en cloche. Le volume uriné doit être supérieur à 200 cc pour être interprété. Pour des raisons anatomiques, donc le débit maximum plus élevé chez la femme plus que chez l'homme. Le tracé donc doit être sans interruption et bien donc interprété. Le Qmax est supérieur à 15 ml par seconde chez l'homme, 20 chez la femme. Le pic, il doit être atteint, c'est-à-dire le pic au débit maximum en moins de 5 secondes chez un sujet normal. Le débit maximum et l'aspect de la courbe donc, sont en fonction du volume, mais la partie initiale et terminale doivent être donc uniformes. Le temps au Qmax inférieur à 5 secondes. La durée du débit, la durée de la miction, il y a une nuance. La durée du débit, c'est-à-dire la durée de la miction en elle-même, lorsqu'il n'y a pas d'interruption. La miction complète, on comptabilise aussi les interruptions. Volume résiduel doit être inférieur à 10% du volume mictionnel total. Voici l'aspect donc normal d'une courbe et les différents paramètres à étudier. Maintenant, on va voir quelques situations pathologiques, à savoir la diminution du débit maximum. La dysurie se traduit par quoi? Donc, par un débit maximum et un débit moyen qui est abaissé, une courbe aplatie, une durée mictionnelle qui est allongée. Et une dysurie n'est pas toujours synonyme d'obstruction. Elle peut en effet être témoignée donc d'une hypocontractilité vésicale. C'est la contractilité vésicale, le détrusor, c'est le moteur de la miction. Donc la débimétrie ne permet malheureusement pas de différencier entre ces deux diagnostics. Donc la confirmation repose sur l'analyse de cette fameuse courbe débit-pression, c'est-à-dire le débit urinaire en fonction de la pression détrusorienne. Il y a aussi les courbes irrégulières à haut débit. Ça témoigne généralement des efforts de poussée abdominale. Bien que lors des poussées abdominales, cette fluctuation et variation, elle est relativement lente, la courbe peut ressembler à une courbe normale. Donc un patient qui vient avec une débimétrie plus ou moins normale peut être dysurique. Vous allez me dire comment? Ce patient compense par exemple par des petites poussées abdominales. Chez le patient neurologique, bien sûr, les variations sont beaucoup plus importantes, on va le voir. Donc, ces anomalies, les fluctuations importantes, le GHE peut témoigner donc d'une dysynergie vésico-sphinctérienne, d'où la nécessité d'une cystomanométrie et d'électromyographie. Par exemple, là, c'est une courbe. Alors, c'est difficile de pointer. C'est une courbe plus ou moins normale. Ça, c'est une moine d'une dysurie. Ça peut être une obstruction ou une hypocontractilité. Ça, c'est un GHE. Donc, ça fait témoigner donc, le plus souvent d'une vessie plus ou moins neurologique. Si on regarde là, c'est des petites fluctuations. Ça peut donc témoigner des poussées abdominales chez une femme. Alors, vous allez me dire, une dysurie avec poussée abdominale chez une femme, c'est quoi? Tout simplement, ça peut être une cystocèle. Là, donc, c'est un courbe qui est plate, qui peut être donc secondaire, par exemple, à une sténose urétrale. Là, c'est une courbe dysurique, ça peut être une hypertrophie bénigne de la prostate ou une maladie du col. Là, c'est un G qui est haché, avec des déviations importantes, donc qui peuvent témoigner d'une vessie donc, neurologique, notamment la synergie vésico-sphinctérienne. Comme on l'a vu, là, c'est une courbe plus ou moins normale. Là, c'est un cystocèle, vous voyez bien, c'est des petites variations, des poussées abdominales. Là, c'est une maladie du col. Vous voyez que ça ressemble très bien, ça ressemble beaucoup à une hypertrophie bénigne de la prostate.
Là, c'est au cours d'un rétrécissement, et là, c'est la dysynergie vésico-sphinctérienne. Donc, vous voyez bien, déjà, avec la débimétrie, on peut être renseigné sur plein de diagnostics. La débimétrie, eh bien, est-elle toujours suffisante, elle seule? Certes, elle affirme la dysurie quand elle est pathologique, il n'y a pas photo, c'est une courbe anormale, le patient il est dysurique, donc elle a une bonne spécificité, mais une débimétrie normale n'élimine pas une dysurie. Effectivement, parfois le patient est amené à faire des petites poussées abdominales qui passent inaperçues donc, sur la courbe, et donc on ne peut pas, ça ne nous renseigne pas sur les pressions donc, permictionnelles lors de la miction. Elle ne donne pas aussi une idée sur la pression vésicale endomictionnelle, donc d'où l'importance de cette association entre courbe débit et pression. On passe à la deuxième étape qui est la cystomanométrie. C'est quoi? C'est le dosage des pressions au cours du remplissage vésical et au cours de la phase permictionnelle. Donc on essaiera de reproduire et d'analyser les symptômes urinaires ressentis, permet en outre d'étudier la perception du besoin d'uriner, l'activité des détroseurs. On va donc utiliser des capteurs électroniques OAO qui sont utilisés. Normalement, on a recours à 3 capteurs. Un capteur, je ne pourrais pas vous montrer. Pardon. Ce n'est pas très précis. Là, les capteurs. Un capteur abdominal au niveau du rectum, un capteur au niveau de la vessie et un capteur au niveau du urètre. Là, c'est le remplissage vésical et une électromyographie donc, au niveau du sphincter pour voir le total. Sinon, on peut jongler avec seulement deux capteurs. Et la mesure de la pression abdominale aussi, elle est recommandée. Là, c'est la séance de cystomanométrie. La position, bon, des différentes positions, mais généralement, elle est gynécologique. La vitesse de remplissage, c'est 30 à 50 millilitres par minute. Donc, les différents paramètres étudiés sont la pression vésicale de base, la sensibilité vésicale, l'activité du détrusor, la capacité et la compliance de la vessie. Vous voyez là les différentes courbes. Par exemple, là, ce que vous voyez en haut, c'est l'électromyographie. En rouge, un peu plus en bas, en rouge, là, c'est la pression au niveau de l'urètre. Ça, c'est la vésicale. En bas, c'est la pression abdominale. Et en vert, c'est la pression détrusorienne. Pourquoi on met abdominale et vésicale et détrusorienne? Parce que la vessie, elle est soumise à 2 pressions. La pression du détrusor et de l'abdomen. On fait détrusorienne, donc on fait... c'est la pression vésicale moins la pression abdominale. On a la pression détrusorienne, donc nette. C'est pourquoi on est amené à faire un capteur abdominal pour connaître donc la pression au niveau de l'abdomen. Donc pour les constantes, il y a au cours de l'étude, donc il y a la sensibilité vésicale par les différents besoins. Le premier besoin de sensation de remplissage vésical, c'est le besoin B1, à peu près 50% de la capacité vésicale, il est noté. Donc c'est le patient qui nous rapporte. B2, c'est le besoin d'uriner, à peu près besoin, donc le premier besoin, c'est à peu près 75% de la capacité vésicale vers les 300 cc. Et le besoin d'uriner intense. Lorsqu'on arrive à B3, le besoin urinaire intense, on arrête la procédure. C'est généralement 90% de la capacité vésicale. Pour l'activité du détrusor, donc on a la pression vésicale complète, on a la pression abdominale et la pression détrusorienne, c'est la différentielle entre pression vésicale et pression abdominale. Vous voyez sur cette courbe-là, par exemple, ça c'est une poussée abdominale, cet aspect-là. Là, on voit la courbe. En bas, c'est la courbe au niveau de l'abdomen. En haut, c'est la courbe au niveau de vésical. Et là, c'est la courbe au niveau des détrusors. Pour faire plus simple, on interprète la courbe de pression au niveau du détrusor. Donc, c'est la capacité contractile nette du détrusor qui est le muscle vésical. Là, il n'y a pas de contraction donc, désinhibée. Donc, c'est une vessie qui est stable.
on passe sur cette courbe-là, vous le voyez très bien. La pression différentielle, c'est la pression qui est en rouge. C'est la courbe du détrusor. On voit très bien cet aspect-là. Vous voyez bien. Donc, il y a des contractions qui sont désinhibées. On parle d'une contraction à partir lorsque le tracé, il monte plus que 15 à 20 cm d'eau. Donc, c'est une vessie, là, c'est une vessie qui est instable, où il y a des contractions vésicales non inhibées. La compliance vésicale, alors, c'est la capacité élastique de la vessie, c'est delta V moins delta P, normalement entre 30 et 50 millilitres millilitres par centimètre. Pourquoi la vessie doit être compliante? Pour ne pas augmenter les pressions vésicales lors du remplissage et léser donc le haut appareil urinaire. Elle doit être pas aussi trop compliante. On va le voir aussi dans d'autres pathologies. On a vu maintenant la phase de remplissage. Maintenant, pour la phase permictionnelle. Pourquoi je vous explique tout ça? Pour voir après des exemples et pouvoir donc comprendre l'utilité de l'étude urodynamique. La phase permictionnelle, donc, on mesure la pression vésicale pendant la miction pour apprécier est-ce qu'il y a obstruction ou pas. Je vais vous l'expliquer. Donc, et pour dépister aussi est-ce qu'il y a des efforts de poussée abdominale. Donc, les capteurs, on les a expliqués. Là, c'est les différents, je vais passer, les différents paramètres à voir lors d'une cystomanométrie. Maintenant, pendant la cystométrie permictionnelle, donc, ça nous permet de préciser donc, la pression vésicale mictionnelle, c'est-à-dire pendant la miction, qui doit être inférieure à 80 cm d'eau, aussi pour protéger le tas d'appareil, et la synergie entre la vessie et le sphincter. C'est-à-dire, lors de la miction, il doit y avoir une contraction du muscle vésical et un relâchement du muscle sphinctérien. Lorsqu'il n'y a pas de relâchement, il y a au contraire donc, contraction du sphincter, on parle de synergie vésico-sphinctérienne. Pardon. Je vais essayer de vous montrer là, la courbe en rouge. Là, le permictionnel, c'est cet aspect-là. Ce qui est en bleu, ce qui est en vert là, c'est la contraction du détrusor. Donc, le patient va uriner. Systématiquement, là, la courbe en rouge, donc le sphincter va se relâcher. Donc, c'est une phase permictionnelle qui est tout à fait normale. L'analyse donc du pression-débit et de la relation, elle est importante. La mesure donc de la pression vésicale pendant la miction permet de vérifier est-ce que la vessie elle est contractile ou non, d'apprécier une obstruction en cas de débit mictionnel faible avec une forte donc, pression vésicale et de dépister les efforts de poussée abdominale. Donc la problématique ici, c'est que la débimétrie ne renseigne pas sur la contraction détrusorienne et la cystomanométrie ne renseigne pas sur le débit mictionnel. Il faut donc étudier impérativement le rapport. Le rapport débit sur pression donc, permet de confirmer le syndrome obstructif qui est défini par donc, un faible débit malgré une pression permictionnelle vésicale qui est élevée. Là, je vous montre par exemple des courbes de débimétrie qui sont franchement pathologiques. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est un obstacle organique ou c'est un obstacle qui est fonctionnel ou c'est une hypoactivité vésicale? Donc sur la débimétrie, impossible de le dire. Alors, lors de la cystomanométrie, là, c'est de fortes pressions donc, lors de la miction qui sont franchement pathologiques, plus que 100 cm d'eau pendant la miction, ça témoigne d'une obstruction, mais on n'a pas de débimétrie, d'où la nécessité de combiner les deux. Ça, c'est une courbe de bipression qui est tout à fait normale. Là, la pression détrusorienne. Il n'y a pas de poussée abdominale. Là, vous voyez là, il n'y a pas de poussée abdominale. La pression détrusorienne, elle est normale. La courbe, la débimétrie, elle est aussi normale. Donc, c'est une courbe de bipression qui est chez un patient donc, sain. Et cette courbe-là va être reportée sur des abacs. Comme ça.
point par point. Lorsque le tracé se trouve là, c'est qu'il y a de fortes pressions, donc avec un débit diminué, donc au niveau de cette zone-là, ça demande une obstruction. Lorsque on rapporte sur la courbe, et on voit qu'il y a des basses pressions, donc des basses pressions avec un débit qui est normal, donc ça témoigne qu'il n'y a pas d'obstruction. Je vais vous l'expliquer ici. Ici, c'est un sujet sain, donc une pression vésicale normale, une débimétrie normale, et quand on rapporte sur cette APAC, on trouve que les points sont situés dans la zone non obstruée. Là, courbe franchement pathologique du débit, avec de fortes pressions. La courbe se trouve dans la zone obstruée. Donc, ça nous permet, en quelque sorte, de voir est-ce que c'est, lors d'une dysurie, c'est un obstacle qui peut être fonctionnel ou organique, ou est-ce une hypoactivité vésicale. Là, c'est une courbe qui est tout à fait normale. Je vais vous parler très vite de la profilométrie. C'est l'étude de dépression, pression au niveau de l'urètre, en allant de la vessie, c'est un bras électronique, de la vessie, du col, de l'urètre et du sphincter. Les différentes... donc, on mesure la pression urétrale maximale, la pression de clôture urétrale. Juste pour le sphincter, en fait, ici, c'est la pression de clôture urétrale maximale. C'est la différence entre la pression vésicale et la pression urétrale maximale qui nous permet d'à peu près de calculer la force sphinctérienne. Là, c'est une courbe de profilométrie, c'est un sujet ça. On va maintenant passer à quelques cas cliniques pour mieux comprendre. On a un patient qui est âgé de 51 ans, qui n'a aucun antécédent notable, qui a une dysurie qui est progressive, avec une impériosité mictionnelle. Autochère rectale, c'est une petite prostate souple et des chiffres de PSA qui sont normaux. On a cet aspect de courbe. Donc, le patient, il est dysurique, c'est une courbe tout à fait pathologique. Alors, est-ce que ça pourrait être une hypertrophie bénigne, un adénocarcinome, un rétrécissement, une dysynergie vésico-sphinctérienne, alors à 51 ans, une maladie du col. Pour l'hypertrophie bénigne, même à 51 ans, donc je pense que le diagnostic il est plausible. Un adénocarcinome de la prostate, je ne pense pas. Un rétrécissement urétral, le patient n'a aucun antécédent, chirurgie endoscopique, des infections, des urétrites. La dysynergie vésico-sphinctérienne, oui. La maladie du col, si j'ai sujet de 51 ans, ça pourrait l'être. Alors comment le confirmer? On a complété par une cystomanométrie. Ce qu'on a conclu ici, c'est qu'il y a donc des pressions, ça c'est la différentielle endovésicale qui sont très importantes, avec un faible débit. Donc notre patient, il présente une obstruction. Quel type d'obstruction? Donc ça peut être les trois, en fait, la dysynergie, la maladie du col ou une hypertrophie bénigne de la prostate. On a remarqué donc lors de la cystomanométrie donc une bonne relaxation du sphincter lisse impermectionnel. Donc notre patient n'a pas de dysynergie. Il reste deux diagnostics, soit une maladie du col, donc soit une hypertrophie bénigne de la prostate. Notre patient a été mis sous alpha-bloquant, c'est un cas réel. Il n'y a pas eu d'amélioration. À l'ECRM, donc il y avait un défaut d'ouverture du col. Donc notre patient, il avait une maladie du col. Un autre cas clinique, on a donc un patient de 54 ans qui présente une lombosciatique paralysante depuis 2 ans, avec une retention aiguë d'urine. Il a été drainé par une sonde vésicale. Une débimétrie faite, elle a montré cet aspect-là. C'est une courbe franchement pathologique, oscillante, hachée. Alors, on a terminé par une étude aérodynamique. Je comprends que c'est un peu du charbière pour vous. Ce n'est pas aussi évident à comprendre. Juste pour vous montrer,
que là, la courbe qui est en mauve là, c'est la pression au niveau des trésors. Donc notre patient, lors de la miction, avait une vessie qui ne se contracte pas bien. Donc c'était une vessie qui est hypoactive, et ça se comprend vu ses antécédents. Notre patient n'avait pas un adénome de prostate, il avait tout simplement une vessie qui est hypoactive, et ça ne sert absolument à rien d'aller le réséquer. Un autre patient donc, qui est âgé de 31 ans, qui est paraplégie, flasque, L1, il a une dysurie importante, on le voit ici. La courbe là, alors juste pour vous montrer un truc, ici, c'est le père mictionnel. Lors de la miction, on a de bonnes pressions au niveau de la vessie, sauf que l'urètre, normalement, ici, il se relâche. Alors, là, c'est au contraire, il y a une contraction de l'urètre, et ça, c'est la définition même de la dysynergie vésico-sphinctérienne. Notre dernier cas, je pense, c'est un patient âgé de 70 ans, c'est un parkinsonien. Depuis 2 ans, il est opéré il y a 3 mois pour adénome de prostate, il a une résection. Il se plaint encore de pollakiurie importante, une amyosité urinaire avec des fuites. Avant, il ne présentait pas de fuites, maintenant il a aussi des fuites urinaires avec une constipation. Je pense que tous ces examens donc, doivent être demandés. Un ECBU qui est négatif, fonction rénale normale, et échographie, ça montre une vessie à proie épicie, donc une vessie de lutte et un résidu avec 80 cc. La débimétrie, elle est plus ou moins normale chez ce patient, sauf que lors de la cystomanométrie, c'est-à-dire l'étude des pressions au niveau de la vessie, ce qu'on remarque chez ce patient, c'est qu'il existe des contractions des trésoriennes non inhibées. Notre patient, il a une vessie hyperactive, d'où l'importance d'explorer les patients qui présentent des antécédents neurologiques, notamment les parkinsoniens, qui se présentent lors de la consultation pour des troubles du bas appareil urinaire. Ce patient a été réséqué et ça a décompensé sa maladie, à savoir qu'il avait une vessie hyperactive et un plancher pelvien donc, qui n'est pas fameux. Donc ça a décompensé l'équilibre qu'il y avait, et ce patient actuellement il présente donc des fuites et des symptômes donc de pollakiurie. Moralité de la chose, il faut bien explorer les patients qui présentent, notamment qui sont parkinsoniens, qui se présentent pour des symptômes du bas appareil urinaire. Notre dernier cas, patient 75 ans, il est diabétique, avec toutes les complications possibles, se présente pour difficulté d'initiation du G, par poussée abdominale. Il a été mis sous alpha-bloquant sans résultat. À l'échographie, donc, c'est une vessie qui est distendue. On a une courbe qui est franchement pathologique. L'examen donc clinique, et là, juste pour vous montrer cet aspect de courbe. Vous voyez là, déjà, le premier besoin, il est à 300, le deuxième besoin à 400, le troisième besoin à plus que 600. Donc, c'est une vessie qui est hyposensible, qui est très compliante, et dont les pressions sont très faibles au niveau de la vessie. Ça, donc c'est une vessie qui est hyposensible. On peut faire même un test au sérum glacé pour voir la sensibilité vésicale, qui est hyper compliante, avec une capacité vésicale qui est trop importante. Et ça, la définition même d'acystopathie diabétique. Ce patient, on peut le réséquer, il restera toujours dysurique. Donc pour conclure, le but n'est pas toujours obligatoire, sauf pour les cas difficiles. L'étude pression-débit sert à connaître la pression permictionnelle pour un débit noté. Elle permet de définir le syndrome obstructif et elle est utile dans les dysuries de l'adulte pour préciser donc le mécanisme, se faire une hypoactivité ou un trouble de la rélaxation du sphincter. Je vous remercie. Moi j'ai une remarque, donc c'est toujours comme les deux précédentes communications. Donc Dr Bouassida montre très bien que l'analyse des troubles mictionnels n'est pas chose facile, donc il faut prendre le temps de faire un bon interrogatoire, un bon examen, voir les antécédents, parce que, encore une fois, ce n'est pas uniquement la prostate. Il y a 1001 raisons, surtout qu'on a de plus en plus de malades qui ont des comorbidités, de gériatrie. Donc là, c'est bien de montrer que parfois, quand on est obligé de faire les explorations urodynamiques,
c'est pas la prostate. Et malheureusement, on en reçoit qui ont déjà été opérés de la prostate et qui compliquent parfois le tableau clinique.